c'est ensuite de pouvoir avoir accès à un replay pour les gens qui voudraient revenir sur ce qui a été abordé ou les gens qui sont intéressés pour les rencontres à venir, découvrir un peu les sujets qui ont déjà été traités. Pendant le... Bon, là, on est relativement en effectif restreint, donc on est autour d'une dizaine. N'hésitez pas, pendant les interventions, à poser vos questions via le chat. On le répète, mais ça commence à être bien intégré pendant les présentations. Vous pensez bien couper aussi les micros. Là, je vois que tous les micros sont coupés, c'est parfait. Et éventuellement, sur la deuxième partie, il y aura des prises de parole. Vous pourrez intervenir librement sur les sujets, poser vos questions, etc. Vous pourrez à ce moment-là activer vos caméras pour lier l'image au son. Hop. Alors, pardon. Hop, une petite incrustation qui est pas très bien placée, mais c'est pas grave. Donc, vous avez le QR code qui permet donc de rejoindre à tout moment Je le disais, ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, je vais réexpliquer ça rapidement. Le QR code qui s'affiche, c'est pour rejoindre l'application SparkUp que vous pouvez scanner avec votre mobile. Ça va permettre de vous interroger en live, en parallèle des présentations qui sont faites, de vous poser des petites questions, d'avoir vos retours voilà, les sentiments que vous partagez, vos retours en direct, qui nous permettront voilà, d'alimenter les réflexions. Alors de faire un petit feedback aux présentateurs qui vont vous poser une ou deux questions et ensuite d'avoir vos retours sur le contenu de l'événement du jour pour alimenter ou vous pourrez aussi suggérer des sujets, des contributions pour les rencontres, étant donné qu'elles sont récurrentes. Comme je le disais, la deuxième rencontre et que la prochaine est planifiée à la rentrée, que dedans on intègre au fur et à mesure les sujets qui vous concernent, qui peuvent vous intéresser. Voilà pour ça. Le premier sujet du jour, c'est sur donc la thématique entreprise, la RSE sécurité, et c'est Mylène Colombel qui intervient pour l'entreprise CCTA. Mylène, je vous passe la parole. Oui. Voilà, je vous laisse vous présenter et puis c'est parti. Oui, donc je suis effectivement Mylène Colombel, responsable qualité, sécurité, environnement de l'entreprise CCTA. Donc je vais vous parler rapidement aujourd'hui de l'entreprise et de notre contribution à la RSE au travers de notre sujet qui est l'humain. Donc pour commencer avec l'entreprise, donc CCTA, bon, vous pouvez passer, je pense, à la slide suivante, pardon. Donc CCTA est une petite entreprise de 16 personnes qui est située à l'Union et qui a été créée en 1988. Et donc en tant que bureau d'études en protection cathodique, on intervient principalement sur les canalisations des réseaux de gaz en France pour les protéger de la corrosion. Donc nous, on intervient dans le but d'empêcher les fuites et les explosions de ces canalisations qui pourraient avoir un effet dévastateur pour nos clients, mais aussi pour les citoyens. Donc finalement, notre mission, elle se résume en 3 points, qui est protéger les populations de ces explosions, mais également protéger l'environnement de la pollution qui peut être issue des fuites qui seraient liées à ces explosions, et protéger les investissements, notamment en permettant une longue durée de vie de ces canalisations, et par exemple aussi en évitant que des usines se retrouvent à l'arrêt, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et sociales importantes. Donc juste très rapidement, c'est la slide suivante. Très rapidement, pour faire le lien avec le ferroviaire, pourquoi on est présent aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les courants vagabonds, donc qui sont les courants perdus des rails, peuvent accélérer le phénomène de corrosion que l'on doit donc prendre en compte dans notre activité.
Du coup, pour passer à l'aspect plus RSE, donc la slide suivante. Donc nous, pour mener à bien ces 3 missions que je viens de vous présenter, on a besoin de personnes qui sont qualifiées, mais on a aussi surtout besoin de personnes qui se sentent bien dans l'entreprise. On a besoin de salariés qui sont engagés, qui sont valorisés, et parce qu'effectivement, c'est dans ces conditions-là qu'ils peuvent donner le meilleur à l'entreprise, qu'ils peuvent donner le meilleur aux clients, mais aussi pour eux. C'est dans ce sens que nous, on mène une politique de qualité de vie au travail et de bien-être des salariés qui repose sur 4 piliers. Donc on a en premier lieu la mission, c'est-à-dire qu'il faut que l'activité que je réalise, elle ait du sens. Pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt? Et du coup, nous, en lien avec notre activité, il en découle une démarche de certification en protection cathodique qui est reconnue nationalement donc par l'organisme qui est le CEFRACOR. Et il faut savoir qu'il s'agit d'une certification individuelle diplômante que l'on rend accessible pour tous les salariés dès que possible. En second pilier, il y a aussi évidemment la partie salaire, et c'est là qu'il est important de trouver un équilibre entre la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. Donc nous, on propose à nos salariés des avantages sociaux qui vont au-delà de la convention collective pour valoriser leur travail, pour qu'ils se sentent bien chez eux et de façon à prendre en compte les contraintes personnelles de chacun. On a aussi donc le pilier qui est la qualité de vie au travail, qui se traduit entre autres par des conditions favorables qui sont basées sur l'autonomie, la liberté, la confiance, mais aussi sur l'équité. On apporte une reconnaissance à chacun parce qu'on est simplement fiers de ce que fournit chacun de nos collaborateurs, et c'est important de leur faire savoir pour favoriser leur motivation et leur envie d'évoluer. Ça passe aussi par une démarche de santé et sécurité au travail qui est basée chez nous sur une certification MAS depuis 14 ans, dans laquelle chaque collaborateur est vraiment impliqué à son niveau. Et on favorise aussi le développement des compétences de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de façon à obtenir une certaine polyvalence. Alors pour nous, c'est un aspect vraiment important parce qu'un travail apprenant rend le travail intéressant finalement. Et c'est ce qui permet de développer pour eux une estime de soi. Donc c'est à la fois positif pour l'individu, mais c'est aussi positif pour l'entreprise de façon à améliorer notre expertise pour nos clients. Et donc on a enfin le dernier pilier qui est l'histoire commune que l'on a entre nous en entreprise, mais aussi avec nos clients. Et c'est celle-ci qui nous guide vers un intérêt collectif. Et donc, c'est tout cet ensemble qui fait l'âme de l'entreprise. Donc, nous, on favorise l'humain parce qu'on a une activité qui ne fonctionnerait pas sans eux. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de comptabiliser aucun accident depuis 33 ans. Alors, j'explique donc aucun accident humain, entre guillemets, en interne chez nous, mais aussi 0 explosion chez les clients. C'est aussi ce qui nous permet d'obtenir une certaine fidélité des salariés, puisqu'on a une moyenne d'âge en moyenne de 33 ans, avec une ancienneté d'environ 8 ans. Donc je vais très rapidement par rapport à la slide suivante, s'il vous plaît, vous expliquer. Donc c'est cet aspect humain qu'on a présenté au prix des bonnes pratiques 2020, qui est organisé par l'association France Qualité et Performance, dont le but est de valoriser les organisations qui sont engagées dans un processus de transformation et d'excellence. Et voilà, notre grande surprise, on a décroché en premier lieu un prix Occitanie par la FQP, donc, qui nous a emmené derrière jusqu'à l'obtention d'un prix national. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis si jamais il y avait des questions, je pourrais répondre. Voilà, merci. Merci Mylène. Très bien. Alors, moi j'ai une question qui me vient comme ça spontanément. Aucun accident de travail depuis 30 ans, c'est quand même
quand même remarquable. Ouais. Il y a des formations, du coaching, de l'information auprès des salariés. Comment vous faites pour identifier, sans avoir eu d'accident, ben, quelles sont les sources potentielles de problèmes, de risques, quels sont les risques potentiels, et puis ben, les intégrer justement dans vos campagnes d'information ou sensibiliser vos salariés sur ces points-là. Il y a des démarches particulières? Oui, donc justement par rapport à la certification MAS que l'on a, l'aspect sécurité, elle a une place importante dans notre entreprise. On a vraiment tous les collaborateurs qui sont impliqués dedans au travers de sensibilisation d'abord et d'informations qui sont faites pour tout le monde, liées, donc basées sur l'évaluation des risques, hein, forcément. On se base là-dessus pour les risques les plus importants, derrière pouvoir informer tous les collaborateurs. Ils sont impliqués, eux, dans une démarche de remontée d'informations, c'est-à-dire que dès qu'ils observent une situation qui est dangereuse, un presque accident, quelque chose qui était gênant pour eux, ils ont le moyen de remonter l'information et derrière, c'est pris en compte pour améliorer leurs conditions. On a aussi des systèmes de visite sur le terrain qui nous permet d'observer si voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils travaillent de façon sécurisée, que ça leur permet aussi d'échanger avec nous sur d'éventuels problèmes. Donc c'est tout cet ensemble qui permet finalement de pouvoir anticiper les problèmes de façon à éviter que derrière il y ait un accident qui se produise. Ok. Christian, avant de prendre ta question, je vais inviter les gens parce que, alors Mylène voulait poser une question aux gens qui participent. Oui, Donc je vous propose à toutes et tous de rejoindre SparkUp. Dites-moi si vous avez, n'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez des difficultés pour le faire. Je vais vous inviter à répondre à la question que Mylène voulait vous poser. Euh, Mylène, peut-être je vous laisse euh, l'aborder justement, la question. oui, la question était justement dans quelle mesure une démarche RSE, elle peut contribuer à améliorer le niveau de sécurité de l'entreprise? Est-ce que est-ce qu'il y a un lien entre une certification, une démarche sécurité et la RSE fort? Est-ce que c'est deux choses voilà, qu'on peut lier voilà. Voilà, et donc il s'agit de répondre sur SparkUp. Hein, on vous invite à, à formuler vos réponses. Donc c'est le petit QCM, vous choisissez la réponse et vous validez avec le petit icône bleu qui apparaît en bas. Christian, pardon, je t'ai Non, pris la parole, je te non, la c'est redonne. pas grave. Moi, je voulais poser une question à Mylène dans le cadre des innovations, enfin de l'organisation au niveau innovation chez Totem. Quelle serait la question qu'elle pourrait poser, de petite énigme pour nous à traiter dans le cadre, bien sûr, de la RSE? Est-ce qu'il y a une problématique récurrente chez CCTA ou une problématique qui apparaît dans la plupart dans beaucoup d'entreprises et qui pourrait être l'objet d'un sujet précis de réflexion, voire de recherche de solutions. Je suis pas sûre d'avoir compris la question totalement. Spontanément, est-ce qu'il y a un sujet précis de problématique liée soit à la sécurité, soit à l'humain, soit à l'environnement, qui est un problème en cours de traitement et auquel peut-être une réflexion collective avec d'autres entreprises pourrait apporter un plus, quoi. Pour moi, il y aurait éventuellement la différence entre les générations de travail. On n'engage pas forcément de la même façon les anciennes générations et les nouvelles générations, que Mhm. ce soit sur un aspect RSE, sécurité, peu importe. Et je pense que c'est effectivement un sujet qui mérite une réflexion importante pour pouvoir rester performant en entreprise et aussi pouvoir
amener le meilleur pour toutes les générations. Voilà. D'accord. Bon, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais ça me paraît être une bonne transition. C'était pas prévu, mais avec le sujet suivant. Et ben voilà. Alors, enfin, pour Tu vous peux faire nous afficher les résultats par rapport aux questions de... ouais, ben, tous les répondants ont opté pour un niveau important, voilà, de la démarche RSE dans la contribution à l'amélioration du niveau de sécurité de l'entreprise. Donc, Ah, Mylène a la réponse à sa question et peut-être qu'elle va avoir des éléments de réponse à, à sa deuxième question qui n'était pas préparée, celle-là. voilà, Merci. effectivement. Ah, merci Mylène. On passe la parole donc à Virginie. Oui, merci Maxime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Je suis ravie d'être parmi vous et un merci spécial à Christian qui m'a invitée. Donc, je suis Virginie Lemay-Frisdeux, je suis formatrice, consultante coach en leadership et je suis basée actuellement au Luxembourg. Cela fait à peu près 3 ans que je suis indépendante et avant ça, j'ai toujours travaillé dans de grandes entreprises internationales, dont la dernière était chez Amazon. Donc, j'ai beaucoup toujours travaillé avec des gens de différents horizons, de différents pays, de différentes cultures, de différents âges. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher et qui est donc la diversité et l'inclusion. Vas-y, Maxime. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? Alors, je voudrais d'abord commencer par une première citation. Maxime, tu peux y aller, qui est de Vera Meyers, qui dit « La diversité, c'est être invité à une fête, l'inclusion, c'est être invité à danser ». Et donc voilà, en fait, la diversité, c'est ce qui nous permet c'est ce qui correspond à tous les aspects pour différencier des groupes et des personnes, alors que l'inclusion correspond vraiment aux efforts et aux pratiques que l'on fait pour accepter les autres, pour les accueillir et les traiter équitablement. Tu peux cliquer, Maxime. Et donc, la diversité, ce n'est pas seulement de voir s'il y a autant d'hommes que de femmes, par exemple. Non, la diversité, c'est beaucoup plus. C'est également de voir si on a des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, qui ont d'autres compétences, qui viennent d'autres horizons, qui ont des aptitudes ou des handicaps différents. Donc, tout ça, c'est la diversité. Et donc, l'inclusion, c'est comment faire pour les intégrer parmi nous. Et donc, vas-y Maxime. Et donc, l'important, c'est d'accueillir la diversité à bras ouverts. La slide suivante. Et donc, comment faire pour encourager et promouvoir la diversité en entreprise? Alors, le premier point, c'est tout d'abord de garder l'esprit ouvert. Vas-y Maxime. De garder l'esprit ouvert et de rester curieux. Il ne faut jamais faire de suppositions et ne jamais croire que l'on sait déjà tout ou qu'on a réponse à tout. Surtout, ne généralisez pas et ne croyez pas non plus aux stéréotypes. Soyez vraiment ouverts à toute idée ou toute suggestion. Et donc, comment faire ça? Eh bien, en restant curieux, en posant des questions, en essayant de comprendre d'où la personne vient, pourquoi elle pense comme ça. Par exemple, quelqu'un de plus âgé aura plus d'expérience et donc pourra vous parler de ce qui s'est déjà passé dans le passé. Et quelqu'un de plus jeune pourra peut-être vous fournir une perspective différente. Quelqu'un qui vient d'un autre pays aussi ou d'une autre culture veut peut-être vous dire quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Donc vraiment, gardez l'esprit ouvert et restez curieux. Le deuxième point, Maxime, c'est de respecter tout le monde. Comme vous le savez, dans toutes les relations personnelles ou professionnelles, il se peut que parfois on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre et c'est tout à fait normal. Par contre, l'important, c'est vraiment de respecter les autres, de respecter, même si on n'est pas d'accord, de respecter leur opinion et le fait qu'ils ont une autre idée ou une autre perspective. Et donc, d'accepter les autres pour ce qu'ils sont. Tout le monde est différent.
tout le monde, nous sommes tous nés dans des circonstances différentes, nous sommes tous nés à des endroits différents et personne d'entre nous n'a choisi son lieu de naissance. Nous avons tous des amis différents et tous des horizons différents. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on est tous uniques et qu'on a tous chacun quelque chose à offrir aux autres. Et donc mon troisième point, c'est surtout de ne pas juger. Même si quelque chose peut sembler bizarre au premier abord, comme je l'ai dit, essayez de comprendre d'où vient la personne. Laissez l'autre personne s'expliquer pourquoi elle dit quelque chose, pourquoi elle pense à une autre chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Comme je dis toujours, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc ça, ce sont tous les choses que vous pouvez faire pour encourager et promouvoir la diversité au sein de votre entreprise. Et il y a d'autres petites choses que vous pouvez faire. Par exemple, si vous avez si vous gérez des équipes avec des personnes d'autres pays ou si vous avez des clients ou des partenaires dans d'autres pays, eh bien, pourquoi pas ne pas fêter leur fête nationale, souhaiter une bonne fête. Ou par exemple, le 8 mars, c'est la fête mondiale de la femme. N'hésitez pas à de lancer un mail ou de faire une communication sur ce sujet. Le mois de mai, par exemple, aussi, était le mois de la santé mentale. Donc, toutes ces petites choses vont faire que les gens vont se sentir acceptés, respectés. Et donc, c'est comme ça que vous, petit à petit, vous arriverez à construire la confiance avec les autres et à pouvoir mieux travailler ensemble. Et donc, la slide suivante, Maxime, merci. Et donc, surtout, un domaine dans lequel j'ai beaucoup d'expérience et qui me touche beaucoup, c'est la communication en environnement international. Et donc, je voudrais vous donner quelques conseils sur comment améliorer cette communication quand on gère ou quand on travaille avec des gens au niveau international. Alors d'abord, comme vous le savez peut-être, 55% de la communication vient du langage corporel. 38% est plutôt lié au ton de la voix et 7% vraiment à ce que l'on veut vraiment dire. Donc tout d'abord, faites vraiment attention à votre langage corporel. Certaines cultures paraissent plus directes que d'autres, donc faites bien attention à ne pas donner l'impression que vous êtes arrogant, mais plutôt que vous avez confiance en vous. Il y a vraiment une fine ligne entre être confiant et être arrogant. Surtout aussi, faites attention donc au langage corporel, c'est aussi la façon dont on s'habille. Et ça serait surtout pour les femmes. Surtout si vous devez voyager dans un autre pays lointain, renseignez-vous d'abord sur comment vous habillez. Certaines cultures n'apprécient pas tellement quand on fait voir ses épaules ou quand on fait voir ses genoux. Donc, renseignez-vous d'abord, faites vos recherches pour savoir comment aller là-bas, comment vous présenter, surtout si vous avez des réunions avec des clients potentiels. Également, en général aussi, dès que vous allez travailler avec d'autres cultures différentes, renseignez-vous aussi sur l'étiquette des affaires, comment donner votre carte de business, comment saluer, qui doit parler en premier, etc. Tout ça, ce sont des choses très importantes, mais qui vont vous aider à mieux pouvoir faire des affaires ou à mieux communiquer avec les autres. Et donc, le deuxième point, c'est vraiment commencer par votre audience. Donc, adaptez-vous à votre audience et rappelez-vous que ce qui est évident pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Surtout si vous parlez en français, rappelez-vous toujours que peut-être les personnes avec lesquelles vous parlez n'ont peut-être pas le français comme langue maternelle. Donc, vraiment adaptez-vous, ralentissez peut-être le rythme de votre discours. Et si vous parlez en anglais, c'est pareil. Assurez-vous de bien vous expliquer, d'être clair et précis et d'être succinct. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va essayer de parler pour expliquer ce qu'il ou elle veut dire. Donc, soyez clair, précis et succinct. Essayez aussi d'éviter d'utiliser des jargons techniques ou des abréviations. Si vous utilisez des abréviations, assurez-vous de les épeler. Peut-être quelqu'un connaît cette abréviation, mais dans un autre contexte. Donc, comme je disais précédemment, ne supposez pas que l'abréviation que vous utilisez est connue pour tout le monde.
Ce qui est important aussi de commencer par votre audience, c'est de faire attention à l'humour. Ce qui peut paraître amusant pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, surtout en environnement international. Donc faites très attention. Et si vous voulez faire des blagues, ce que je conseille d'abord, c'est de faire des blagues sur vous-même. Le courant passera beaucoup mieux. Par contre, si vous parlez anglais ou dans une autre langue et que vous voulez faire une blague ou utiliser certaines expressions, assurez-vous de connaître l'expression exacte, parce que si vous allez traduire littéralement une expression et que cette expression ne veut rien dire, la blague ne sera pas sur ce que vous vouliez dire, mais les gens vont plutôt se moquer de vous. Toujours, quand commencez par votre audience, rappelez-vous donc de essayer bien d'expliquer quel est leur bénéfice ou qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de votre présentation, de votre discours ou de votre réunion. Que vous parliez avec les membres de vos équipes ou que vous parliez avec un client potentiel, c'est vraiment d'expliquer ou de mettre l'accent sur leurs bénéfices ou ce que cela signifie pour eux. Et enfin, toujours le langage corporel, observez bien votre public. S'ils ont l'air perdus ou s'ils ont l'air de ne pas comprendre quelque chose, ralentissez, posez des questions et surtout laissez-leur le temps de réagir. Et enfin, le dernier point, Maxime. Oui, vas-y. Pardon. Pardon, c'est bon. Voilà, merci. Donc, écoutez et observez. Donc, comme je dis, écoutez. Donnez le temps aux personnes de vous donner du retour. Je dis quelque chose de peut-être bête, mais on a 2 oreilles et une bouche, et c'est pour une bonne raison, c'est que justement, on doit toujours écouter plus les gens que parler. Et donc, poser des questions, encourager les gens. C'est pareil, dans certaines cultures, les gens vont peut-être hésiter à vous poser des questions ou ils vont même hésiter à vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Pour les mettre en confiance, précisez bien également que c'est OK de poser des questions, que c'est OK s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et comme ça, vous pouvez permettre un échange constructif et comme je vous ai dit précédemment, peut-être penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé précédemment. Donc, pour résumer, je dirais que l'intelligence émotionnelle est essentielle, surtout quand vous communiquez à l'international. Lorsque vous montrez aux gens que vous appréciez leurs réactions, que vous les respectez en ne disant pas tout de suite non, je ne suis pas d'accord, mais que vous les laissez parler, et bien comme ça, petit à petit, vous allez, comme je dis, améliorer leur confiance, vous allez peut-être avoir de meilleurs contacts avec eux. Si les gens sont dans votre équipe, croyez-moi, ils vont vouloir en faire encore plus de ce que vous leur avez demandé parce qu'ils se sentiront acceptés et respectés. Et si vous parlez avec des clients ou des clients potentiels, eh bien, ils seront à même vraiment de faire du travail ou de vous embaucher, avec vous, de vous embaucher pour des projets ultérieurs. Donc voilà, je pourrais en parler des heures et des heures sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me touche à cœur, mais je vais arrêter là. Et donc la dernière slide, Maxime, je vous donc remercie pour votre attention et je voudrais donc savoir maintenant si vous avez des questions à me poser. Alors effectivement, il y a un certain nombre de questions, mais on a aussi préparé une petite animation, toujours avec SparkUp, en parallèle des questions, hein, ça n'empêche pas, vous pouvez prendre la main. Voilà, Christian, je te laisse poser la question pendant que j'invite les gens sur SparkUp. Alors on t'entend pas, Christian, je sais pas si... Ouais, le micro est coupé. Juste préciser sur SparkUp, voilà, vous avez déjà quatre petites idées qui ont été pré-inscrites. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur Nouvelle idée en bas de l'écran. Et puis liker les idées voilà, qui vous intéressent le plus. Christian, c'est à toi. Alors, moi, j'ai 2 petites questions pour Virginie que je remercie parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter parler de ces sujets-là. En fait, je pense que j'ai à peu près les caractéristiques qui ont été décrites au début, hein, la curiosité, l'ouverture d'esprit, etc., etc. Mais il me semble que je suis, comment dire, que j'ai tendance de premier abord, à
à juger sans vouloir le faire, hein, la personne que je rencontre. Et donc, d'entrée, je me mets en mode, soit en mode séduction, soit en mode déconnante, soit en mode courage fuyant, et ce qui peut avoir l'effet de perturber le démarrage d'une relation. Donc, les questions que je voulais te poser, Virginie, c'est Mhm. est-ce que c'est grave, docteur, déjà? Alors, je te Et, rassure tout de suite, et c'est normal même. et la deuxième question, est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner, je sais pas, tes trucs, tes astuces pour essayer de, de- d'améliorer ce premier contact et Oui, bien sûr. Alors, merci. C'est vraiment des questions très, très intéressantes, Christian. Alors, tout d'abord, non, comme je disais, c'est normal. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non, et souvent, ce sont des préjugés inconscients qu'on a depuis qu'on est tout petit. Donc, dans un sens, c'est normal que l'on juge les gens au premier abord quand on les voit. C'est tout. On a toujours une première impression. Ça, on peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est de contrôler, nous, comment on réagit. Donc, toujours, ce que je fais, c'est si j'ai d'abord une première impression et peut-être on va dire cette impression elle n'est pas toujours bonne, j'essaie de me poser des questions. Mais pourquoi j'ai cette impression? Est-ce que c'est parce que la personne n'est peut-être pas aussi bien habillée que j'aurais espéré, ou peut-être parce que cette personne, je ne sais pas, elle a des tattoos, des piercings ou trop de maquillage ou peu importe. Donc j'essaie vraiment de me poser des questions moi-même. Pourquoi j'ai cette première impression? Et puis ensuite je me dis, Virginie, reste l'esprit ouvert. Tu ne sais pas pourquoi cette personne est habillée de telle façon, pourquoi cette personne a des tatous. Il y a peut-être une histoire qui se cache derrière. Donc, j'essaie vraiment de prendre du recul et de laisser la personne s'exprimer. Et ensuite, comme tu le dis aussi, j'essaie parfois, quand je vois que les gens ne sont pas très à l'aise, j'essaie de faire une blague et donc je fais une blague à mon sujet pour essayer de mettre les gens un peu à l'aise. Et ensuite, j'essaie par exemple, si je suis dans un même bureau, et je sais que cette année ou l'année dernière, c'était un peu un challenge, mais c'est de leur dire, bah, est-ce que vous voulez boire quelque chose ou asseyez-vous et j'essaie vraiment de les mettre en confiance pour leur faire voir qu'ils n'ont pas à avoir peur, si on va juste avoir une conversation, etc. Donc, j'essaie vraiment de les mettre à l'aise. Et puis, sinon, si c'est en ligne comme ça, où on voit aussi que les gens parfois sont peut-être un peu stressés, bah, c'est essayer de parler de choses qu'on a tous en commun. Par exemple, bah, il fait quel temps chez vous si on parle à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, ou il est quelle heure? Tout ça, c'est des petites choses où les gens inconsciemment vont dire leur réponse et ça va leur permettre de se détendre. Et puis aussi, ça va permettre de faire passer le courant, de commencer ces échanges et puis ensuite de faire des choses constructives. C'est toujours, comme je l'ai dit, d'essayer de garder cet esprit ouvert et de ne pas se focuser, se concentrer sur les différences que l'on voit, mais vraiment de chercher les choses en commun. Et parfois, comme je dis, ça peut être des choses stupides comme demander quel temps il fait ou quelle heure il est dans un certain endroit. Par contre, il y a des thèmes à éviter, comme on le sait, si par exemple il y a un match de foot et que c'était la France qui jouait contre, je ne sais pas, l'Italie et que l'Italie a perdu la veille, il vaut mieux pas poser des questions. Vous avez vu le match de foot hier, quoi, par exemple. Mais sinon, c'est vraiment poser des questions toutes simples, mais qui vont permettre aux gens de se relaxer et puis ensuite de pouvoir commencer la conversation. Donc, ça serait mes premiers conseils que je te donnerais, Christian. merci. Merci beaucoup. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'en vois pas beaucoup sur le chat. Donc, En tout cas, la com multiculturelle, pardon, remporte l'unanimité des suffrages dans les défis. Voilà, avec en deuxième position Team Multigénération. Donc c'est effectivement la question qui était posée juste au sujet précédent. Et puis l'inclusion du handicap, le troisième. De toute façon, Dominique, tu voulais peut-être intervenir. Oui, juste pour peut-être poser une question assez standard, j'imagine Oui, que bien sûr. Virginie a dû avoir plusieurs fois. Est-ce qu'il y a peut-être, pour faire écho à la réponse là sur SparkUp, est-ce qu'il y a peut-être une culture particulière où il est en particulier, enfin, voilà, spécialement difficile de communiquer, vraiment des grosses différences culturelles? J'en ai bien une à l'esprit, mais
voilà, peut-être avec laquelle la France est amenée à travailler et qui pourrait concerner les industriels et où il faudrait prêter attention particulière, vraiment pas faire d'impair sur des premiers contacts ou Alors, moi, les deux nationalités qui me viennent en tête, et c'est les deux nationalités avec lesquelles j'ai travaillé le plus, d'abord, c'est les Néerlandais. Les Néerlandais, même s'ils sont en Europe, ils sont très différents des Français, ils sont très directs. Quand justement je mentionnais que certaines cultures étaient très directes, parfois ils vont dire des choses qui pour nous sont un petit peu waouh, il ou elle a dit ça, mais c'est pas possible. Et en fait, ils ne pensent rien de mal, c'est que chez eux, ils vont pas tourner autour du pot, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont le faire. Et souvent, donc moi j'ai habité 17 ans aux Pays-Bas et en fait nous les Français quand au début on commence un petit peu les meetings ou même quand on va déjeuner et qu'on commence un peu à parler de tout et de rien, ils apprécient pas tellement, ils juste ça va, il fait beau et puis pof tout de suite ils vont dans le vif du sujet. Donc je dirais ça en tant que Français, ce qu'il faut faire attention c'est de pas trop faire de blabla au début, mais vraiment de ne pas le prendre personnellement s'ils disent bon allez on passe tout de suite au vif du sujet parce qu'ils sont comme ça. Et je sais, c'est une des raisons pour laquelle justement l'Alliance Air France-KLM a parfois du mal parce que j'ai entendu des histoires où justement les Français pensaient quelque chose et de notre point de vue c'était justifié. Mais maintenant que je connais le point de vue néerlandais aussi, de leur côté c'est justifié aussi. Mais il y a beaucoup de différences au niveau communication et donc c'est là où ça pose des problèmes. Et donc comme je dis, le mieux c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où vient l'autre. La deuxième nationalité avec laquelle j'ai eu pas mal de soucis, enfin pas de soucis au début, mais des défis, on va dire, c'était les Indiens. J'ai été embauchée justement aux Pays-Bas pour aller mettre en place une équipe en Inde. Et au début, tous les Indiens, ils vont vous dire oui. Quand vous leur demandez quelque chose, est-ce que c'est possible? Ils vont dire oui. Et tous les gens, vous arrivez là, et si vous êtes le client ou si vous êtes un haut responsable, tous les gens qui doivent faire le travail, ils vont pas oser vous poser des questions, ils vont pas oser dire quelque chose, surtout si leur chef est là. Et donc, j'ai dû souvent les encourager à leur dire, écoutez, je ne sais pas tout, je suis nouvelle ici, dites-moi s'il y a quelque chose que j'oublie, dites-moi s'il y a quelque chose que je ne sais pas, parce que j'ai besoin de votre aide aussi. Donc, j'ai vraiment essayé de les intégrer et petit à petit, ils ont vu que effectivement, je respectais leurs opinions. Donc, ça, c'est ce que je dirais si vous travaillez avec les Indiens, c'est assurez-vous bien, pardon, que s'ils vous disent oui, on peut le faire, posez des questions, oui, mais sous quel délai, oui, mais s'il y a tel problème, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de leur et en leur disant, c'est ok, si je préfère que tu me dises non, ça va pas être possible maintenant ou ça va durer encore une semaine. Je préfère être prévenu à l'avance plutôt que d'avoir la mauvaise surprise que, par exemple, aujourd'hui, quelque chose devait être livré et puis subitement d'entendre ah ben non, on a encore besoin d'une semaine. Donc encouragez-les à leur dire, je préfère avoir les mauvaises nouvelles à l'avance plutôt que les avoir en dernière minute parce qu'à l'avance, je peux faire quelque chose, je peux informer mes autres partenaires que si c'est à la dernière minute, je ne peux plus rien faire. Donc, quand on leur explique vraiment, quand on prend vraiment le temps de leur expliquer pourquoi on pose des questions, pourquoi on a besoin des informations, ils vont petit à petit se libérer, ils ne vont plus avoir peur qu'au début à partager leur opinion ou vous donner du retour. Donc, ça serait les deux nationalités que je connais. Je sais que les Chinois aussi, ils ont parfois des tendances aussi à dire oui, mais c'est pareil. Là, j'ai pas travaillé autant avec eux qu'avec les Indiens, mais donc c'est pareil. Les Chinois, bien poser des questions, toujours leur demander du retour régulièrement pour justement éviter les mauvaises surprises s'il devait y en avoir. Ok, merci. Je vous en Merci prie. effectivement aux Indiens. Merci. Merci Dominique pour son intervention. Très bien. Christian, je propose de te repasser la parole pour le dernier sujet. Ouais. Hop, la question, on l'a abordée. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, pour moi c'est bon. Oui. Pour toi c'est bon? Bon, ben, donc tant mieux si ça a marché alors. Il faudrait peut-être que je le mette en plein écran, peut-être. Si ça veut bien. Voilà. Donc là, c'est un petit peu particulier. Aujourd'hui, c'est de voir si on est en mesure de prendre part au développement économique de Port-la-Nouvelle autour de l'éolien marin.
Donc, pour ça, il nous faudrait de l'audace, peut-être du travail en collectif, certainement mener des actions. Et pour la nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas, se situe en Occitanie. Donc, une des solutions, bien sûr, ça serait de fédérer, de trouver des équipes qui seraient prêtes à... Il y a une coupure là? Non, c'est bon, on a perdu Non, c'est bon. Maxime, mais On Vous t'entend, avez, Christian. Tout va bien. vous m'entendez, mais vous voyez toujours le support? Ouais, Oui, ouais. oui. Ah bon, C'est parce que c'est moi, toujours la même slide. Si... d'accord, mais moi j'ai perdu le truc là, donc voilà. Donc l'idée c'est d'essayer de vous montrer un peu ce que je sais, bon, synthétiquement, hein, on a quand même plus beaucoup de temps, de ce développement économique et de voir si il est intéressant de mener des workshops derrière pour pouvoir essayer de fédérer les compétences qui sont aujourd'hui autour de cet écran, mais aussi dans le cadre de Totem. Voilà. Donc, ça voudra dire trouver des ambassadeurs, trouver les fonctions classiques de l'implication dans le cluster. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que c'est que l'énergie marine et son avenir. Donc ça, c'est un rapport de européen hein, qui dit qu'en 2018, l'éolien marin était une des plus faibles contributions à la production énergétique européenne, contrairement au nucléaire qui était de l'ordre de 25%, et l'éolien marin était aux alentours de 2-3%. Aux horizons 2050, la tendance s'inverse et donc l'éolien marin sera la première contribution énergétique au niveau européen, juste devant l'éolien classique terrestre hein, et devant le nucléaire. Donc ça, ce sont des éléments qui sont quand même importants, sachant bien sûr qu'il y aura une chute au niveau du charbon, par exemple, et que les autres énergies, type énergie nouvelle solaire ou ancienne comme l'hydroélectrique, sont amenées à se stabiliser sans forcément se développer dans le mix énergétique. La stratégie européenne a été déclinée avec des annonces qui rentrent dans un pacte vert de manière à ménager l'environnement hein, par rapport au développement de cette nouvelle source d'énergie. Et donc des accords qui ont été publiés en novembre et bien sûr aussi des dispositions normatives par rapport à tout ce qui sera réalisé dans ce cadre. Au niveau de la région Occitanie, eh ben, les choses ont commencé en 2015 avec des appels d'offres. Et aujourd'hui, il me semble que c'est le moment parce qu'en 2021, il va y avoir des débats publics, des lancements d'activités R&D. Et en 2022, l'attribution des appels d'offres. Donc, on connaîtra les grands donneurs d'ordre du secteur relatif à l'éolien et l'éolien flottant dans ce cadre-là. Avec des grandes échéances, puisque 2022-2023, il y aura 2 fermes. Alors les fermes, c'est un ensemble d'éoliennes hein, de 30 de 30 mégawatts, pardon, qui devront être livrées. 2028, une ferme de 250 mégawatts. 2030-2031, une ferme de 500 mégawatts. Pour donner une idée, l'ensemble de ces fermes à 2030, donc ça devrait faire à peu près 800 mégawatts, représente à peu près 40% de la production énergétique actuelle de la France. Donc c'est quand même assez significatif. Alors bien sûr, vous allez me dire que tout ça, les éoliennes, c'est pas tout à fait la dimension des sujets que l'on traite aujourd'hui. Et on a des mâts d'une centaine de mètres de hauteur, des pales de 80 mètres. Ça n'a pas grand-chose à voir avec nos hélices ou nos petits moteurs. Mais, et c'est ça dont je voudrais vous parler, on peut
regarder un petit peu ce qui se passe autour de ça. Au niveau régional, il y a déjà 137 entreprises qui ont été identifiées ou qui travaillent déjà dans ce domaine-là. En 2020, ça représente à peu près plus d'une centaine de personnes à temps plein qui travaillent sur ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur des phases amont et donc les activités ne sont pas encore réellement lancées. Et ces activités, ben, elles sont principalement aujourd'hui au niveau des projets. Donc tout ce qui est gestion de projet, dépôt de dossiers, etc. On trouve aussi de la construction, hein, pour ceux qui connaissent pour la nouvelle, ben, il suffit d'aller faire un tour, vous allez voir que l'aménagement du littoral occitan est bien lancé, bien entamé, et le port de Port-la-Nouvelle en particulier est en construction, aménagement. Mais dans tout ça, on va retrouver aussi des équipements qui seront à définir et des services autour de la maintenance, par exemple, qui seront à développer et pour l'instant, qui ne sont pas réellement entamés. Ce qui est intéressant par rapport à ce périmètre économique, c'est que non seulement il faut des prestataires locaux, bien sûr, mais on peut aussi envisager des prestations à distance, ce qui pourrait créer des opportunités dans la région toulousaine. Alors, je ne reprends pas les différents thèmes que l'on vient de voir, mais ce que l'on peut constater, c'est que des compétences existent au sein de Totem, hein, tout ce qui est pièces mécaniques, moteurs, contrôleurs électroniques, électronique de puissance, électricité, et je passe à tout ce qui concerne l'automatisme, l'informatique, le traitement des données, etc., qui ne manqueront pas d'être associés à ce type de projet. Bien sûr, il va y avoir des challenges qui seront spécifiques et qui ne seront pas forcément des challenges que l'on maîtrise aujourd'hui relatifs à tout ce qui est flottant et aux technologies de l'éolien. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, les entreprises, pour celles qui ne sont pas encore impliquées dans ce type d'activité, eh bien, il y aura une adaptation au niveau de la réglementation normative qu'il faudra appréhender. Donc, ça veut dire certainement de la formation, de l'accompagnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sujets ne nécessitent pas une certification de l'entreprise, mais un management au niveau des projets, au niveau qualité en particulier, que l'on a l'habitude de traiter, que ce soit dans l'aéronautique, le ferroviaire ou l'automobile. Donc, pour que l'ensemble réponde aux normes définies par l'Europe. Donc, en ce qui me concerne, je dirais que c'est possible de proposer des choses, je ne sais pas trop quoi encore, mais c'est possible. Les challenges spécifiques, alors ça peut nous donner des idées, je pense. Dans ce domaine-là, on va le trouver bien sûr autour des turbines. On a des compétences dans le cadre des moteurs, hein, il n'y a aucun problème. Il y a des compétences dans le contrôle moteur aussi, hein, tout ce qui est électrique, haute tension, câblage, etc. En infrastructure également et en station donc de communication, conversion d'énergie, etc. En installation, bien sûr, il va y avoir des challenges au niveau de l'installation de tout ça. Alors bon, ça peut ressembler à du BTP, mais il n'y a pas que du BTP à faire, hein, et bien sûr, sur les parties maintenance de l'ensemble des composants, petits ou grands, de ces éoliennes et de ces fermes. Et il y a un point particulier qui représente un risque identifié, c'est le fait que d'un point de vue contractuel, il y aura plusieurs rangs et donc différents petits projets qui vont s'imbriquer les uns dans les autres pour terminer le projet global tel que je vous l'ai présenté au tout début. Et donc là, il y a aussi des challenges spécifiques pour travailler en collaboration avec différentes entreprises.
Et ça, vous n'êtes pas sans le savoir que nous travaillons sur l'usine étendue, par exemple, et donc on devrait pouvoir aussi, dans ce cadre-là, éventuellement proposer des choses. En ce qui concerne la qualité, bon, les grandes lignes, hein, les basiques, je dirais même si on ne connaît pas tout à fait les normes euh, relatives à l'éolien flottant, c'est des sujets que l'on a l'habitude de traiter, hein, tout ce qui est R&D, design, développement. Le test, eh ben là, on va se retrouver avec les mêmes problématiques de simulation, de tests unitaires, de tests d'intégration, de tests de prototype, de tests finaux. Et bien sûr, tout ce qui est surveillance et contrôle qualité durant les différents projets. Donc, peut-être qu'une approche concertée entre le business pour comprendre un peu mieux peut-être l'environnement technologique et les besoins des clients et les innovations qu'on pourrait identifier au titre des challenges spécifiques pourrait nous permettre de proposer des choses dans le cadre de ce développement économique. Et selon moi, comme d'habitude, ensemble, on peut le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Merci Christian pour ton intervention. Je vois que Dominique a réagi. C'est vrai que là, on parle d'un sujet d'innovation. Alors je ne sais pas si Dominique a quitté, s'il est toujours là. Non, il est toujours là. Ouais. Et qu'effectivement, on a des étudiants qui ont une capacité aussi à accompagner les entreprises sur certains aspects de l'innovation. Peut-être que tu peux en parler, Dominique, sur le sujet qui a été présenté, par exemple, parce que vous faites si je ne me trompe pas, vous faites l'IMT Mines d'Albi est très orienté matériaux. Et dans l'éolien offshore, c'est peut-être un sujet. Oui, alors merci Maxime de me donner la parole. Du coup, je me suis permis de mettre ça dans la conversation en voyant le temps tourner un petit peu. Je me suis dit, bon, je glisse au moins cette information, mais je peux en dire deux mots. Ça peut effectivement avoir un lien avec la présentation de Christian, parce que toute forme d'innovation peut donner lieu à des partenariats, des collaborations avec les écoles et notamment l'IMT d'Albi. Il y en a une pas loin aussi à Alès, qui fait aussi ce genre de projet avec les étudiants. Donc voilà, moi c'était pour dire que ce soit sur des projets d'innovation un peu techniques, effectivement, où il peut y avoir des problématiques énergétiques, matériaux, par exemple, ou bien des problématiques plus d'usage de nouveaux produits, nouveaux services, organisation, procédés de production éventuellement. Ça peut être des sujets en lien avec la présentation précédente sur la RSE aussi, puisque voilà, je pense à un sujet de l'année dernière sur améliorer les conditions à la fois de production et de travail de sécurité dans une petite TPE du Tarn, voilà, qu'on a traité. Donc, voilà, juste n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées un peu amont de réflexion sur des nouveaux axes de développement ou de diversification ou de redesign de produits ou voilà, ce genre de choses. On peut vous mettre une équipe d'étudiants sur le premier semestre, de septembre à fin janvier. Et voilà, ils vont travailler avec vous et pour vous, pour vous aider à trouver des solutions. Donc sur l'énergie éolienne, on a aussi effectivement un centre de recherche spécialisé en énergétique à l'IMT. Donc ça peut aussi être un partenaire sur des projets qui pourraient émerger de cette opportunité avec Port-la-Nouvelle, s'il y a de la recherche à faire ou du moins du transfert de compétences. N'hésitez pas à contacter le labo pour voir. Ok. D'accord, merci Dominique.
Avant que... Enfin, il est toujours temps de poser les questions, hein, mais peut-être que d'autres ont des obligations par ailleurs. Donc, avant de partir, je vous informe que j'ai ouvert le Spark Up et que vous pouvez voter donc là sur le sujet que Christian vient de vous présenter. Voilà, ce que fait Christian, et c'est très intéressant, c'est qu'il vous amène un sujet d'intérêt sur lequel il s'est, je vois bien renseigné, une opportunité. Donc, il voulait avoir votre retour sur le fait de, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous, dans l'entreprise, mais aussi plus globalement, l'entreprise, est-ce que votre entreprise a intérêt à creuser un peu ce sujet éolien marin ou énergie verte, hein, on pourra revenir, c'est vraiment collaboratif ces rencontres, hein, Christian. Hmm, Euh, tout à fait. je fais appel à Christian parce que c'est Christian qui nous aide beaucoup pour l'organisation de ces rencontres, hein. C'est lui qui est, pour tout vous dire, en back-office à la manœuvre. Donc n'hésitez pas aussi à lui écrire directement, hein, si vous n'avez pas pu répondre dans le chat ou que des choses vous viennent plus tard. Voilà, pour tous ces petits points de partage avec les membres du cluster, vous pouvez les alimenter en sujets, en réflexion. On est très ouvert et Christian ou moi, hein, on vous écoute. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions sur l'éolien marin. Je vois que les gens votent. Bon, bah après On va peut-être présenter un petit peu la programmation ouais, je vais rapidement. reprendre la main. Hop, hop. Ah, il faut que j'arrête peut-être moi, non? Bon, c'est bon, normalement, on peut forcer le pas. Hop, je vais réafficher la présentation. J'ai Alors, été attendez trop deux long secondes. encore trop Ouais. bavard, c'est ça? C'est pas grave, mais de toute façon, c'est cette slide-là qui est importante pour vous tenir informé. Donc voilà, la rencontre zéro du mois d'avril, la rencontre numéro 1 ce mois-ci. Je l'évoquais en début de rendez-vous, la prochaine sera planifiée probablement en courant septembre. Les trois sous-sujets qu'on retient pour le moment, c'est le management et la formation. La qualité de vie et l'hydrogène. Alors, on va voir l'hydrogène, comment on le traite, si on le traite effectivement en rencontre intermembre, parce qu'il y aura une rencontre intermembre spécifiquement dédiée à nouvelles énergies et hydrogène en région, où IDEO interviendra. Donc, IDEO qui fédère l'écosystème régional de l'hydrogène. Et on aura Everypol, enfin, donc IDEO qui va partager un point de vue et un point d'avancement sur la filière nationale et la filière régionale. Et une intervention de Everypol basée à Albi qui va présenter un peu plus en détail les compétences et peut-être les faiblesses qu'on a en région. L'objectif, c'est de pouvoir vos entreprises un peu appréhender ce sujet de l'hydrogène si vous n'y êtes pas déjà et voir un peu voilà, quels sont les sujets en cours à venir et peut-être les faiblesses de compétences, on va dire, en région. Et les forces, par la même occasion. Donc voilà ce qui va être amené. Christian, si tu veux me compléter sur ce que je Oui, viens ben, d'évoquer. disons que dans la partie, je dirais encore, avant de rentrer vraiment dans le cadre de l'innovation ouverte et des projets collaboratifs, on lance un certain nombre on appelle ça des workshops, hein, donc qui sont sur des thèmes un peu plus ciblés pour identifier quels seraient les partenaires qui souhaiteraient collaborer aux réflexions, voire identifier des sujets. Et ben, suite la première rencontre intermembre, il a été décidé de lancer un workshop sur l'éco-conception qui devrait avoir lieu en juillet. Un autre sur l'excellence opérationnelle dans le cadre de l'entreprise qui devrait avoir lieu au plus tard en septembre. Par rapport à la diversité et également à l'emploi et à la recherche d'emploi, un sujet sur le handicap qui devrait se tenir avant la fin du mois de septembre.
Et on reviendra également sur, plus globalement, la problématique de l'emploi, dans tous les sens du terme, que ce soit le maintien dans l'emploi, le maintien en compétences, la recherche d'emploi, la séparation avec l'entreprise, enfin, tous ces sujets-là. On reviendra dessus également euh, avec les entreprises qui seraient intéressées par ce sujet-là au travers d'un workshop au mois de septembre. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui dans la programmation. Parfait. Sachant que pour le RIM, comme tu disais tout à l'heure, hein, le RIM de septembre, ça, c'est les sujets qui sont envisagés aujourd'hui, mais il y en a d'autres, et donc il est possible que la programmation change d'ici le mois de septembre. Mm. Bon, de toute façon, vous serez informés, hein, tenez-vous à jour sur le site du cluster et on a l'agenda des points à venir, on publie tout dessus régulièrement. Et puis à travers nos différentes newsletters, vous pouvez aussi vous y abonner directement sur le site du cluster. Voilà, bon, Il y avait quelques petites questions pour savoir ouais, les centres d'intérêt, si on peut terminer sur. allez, on va les lancer rapidement. Hop. Donc c'était sur le feedback, c'est ça? Non, c'était pour savoir si il y avait des personnes qui étaient Les plus ou sujets à moins venir. intéressées par des Hop. sous-thèmes. Alors voilà, normalement ça s'affiche sur vos SparkUp. Il y a une dizaine c'est un petit questionnaire où on vous sonde sur un certain nombre de sujets. À savoir, il y a des sujets qui ont été abordés aujourd'hui, hein, mais qui vous permettront peut-être de creuser, de faire une deuxième session sur ces sujets s'ils intéressent. Euh, voilà, n'hésitez pas à le compléter. Dites-moi si vous avez des difficultés pour le remplir. Bah, c'est surtout N'hésitez qu'il ne pas. s'affiche pas le questionnaire, c'est pas au point SparkUp. Alors, pourtant, je vois les gens qui commencent qui Ben alors, moi, je complètent. ne vais pas être doué parce que je ne comprends pas comment on met à jour une fois qu'on a fini de répondre. Comment... Alors, une fois que tu as cliqué, il faut en bas, tu as une flèche bleue qui tient Oui, en brillance et quand tu cliques dessus, tu passes à la question suivante. ouais, mais moi, ça ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu as à l'écran, Dominique? Mais j'ai le questionnaire sur l'humain qui est revenu. Ok. Essaye de faire actualiser. Ouais, c'est ce que je fais là. Sinon, tu vas en bas, il y a un bandeau avec en direct pour vous et sortie. Tu cliques sur pour vous et tu choisis vos réactions sur les sujets à venir. Moi, j'ai rien dans pour vous. Ah, si. Ah, ouais, ok. D'accord. C'est bon? Merci, Maxime. Parfait, avec plaisir. Alors, Hop, bah, je pense que les gens ont répondu. Il manque plus que toi, ah, Dominique. Regarde, je vais vous ouais, partager encore une fois. l'écran pour information. Hop, hop. Voilà, donc les tendances, elles Ah, ouais, s'affichent à l'écran pour la RSE, excellence opérationnelle, management et formation, diversité, emploi, qualité de vie, éco-conception. Et hydrogène. Bon, peut-être que c'est un sujet spécifique, l'hydrogène, qu'il faudra traiter à part Ok. entière. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Je remercie encore Mylène et Virginie pour votre implication. Et Christian, évidemment, pour la coordination et l'organisation. Christian, si tu veux conclure. Ben, moi, je tiens à remercier non seulement tous les intervenants pour la qualité de leur intervention déjà et pour leur disponibilité, et également les participants. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement pour d'autres
pour d'autres sujets ou pour rentrer plus en profondeur dans les sujets qui ont été abordés ce matin. Voilà, donc de toute façon, voilà. On s'appelle et on s'en refait une en septembre. C'est ça qu'on se dit. Tout à fait. On vous libère. Merci à toutes et merci à Merci tous. beaucoup. Et pour ceux qui veulent rester, on va débriefer si les intervenants en particulier ou si d'autres personnes veulent rester, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont disponibles. Salut Dominique. Hop, les gens se déconnectent. Donc, Eh ben voilà, on est entre animateurs. Voilà. voilà, ben on a une certaine diversité. Voilà. Il y a trois jeunes et un vieux, quoi. Je suis pas si vieux que ça. Ouais. À mon avis, j'allais dire aussi, il y a peut-être un plus un qu'un vieux, mais bon. C'est une vieille, mais bon. Ouais. Bon, eh bien, ben, qu'avez-vous pensé de cette présentation ce matin? C'est bien, le Spark Up, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vachement pratique. Donc, merci de m'avoir fait découvrir ça. Donc, Ouais. ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit compte rendu et puis les données de SparkUp, on vous les transmettra aussi dans le cadre du compte rendu. Donc, vous aurez le retour. D'accord. Bon, là, c'est passé un peu vite, mais bon, ça a donné les tendances. Là, vous aurez les informations plus chiffrées. Ouais, super. Merci. Voilà. Oui, Ouais, merci. on s'attendait un peu plus de participation, mais là, je crois que les dernières semaines avant l'été, tout le monde me semble un peu sollicité parce que j'ai d'autres rendez-vous sur lesquels aussi la participation a du mal à décoller. Mm. Donc, je pense que les entreprises ont un peu la tête dans le guidon là avant les congés d'été. Après, je me pose la question hein, aujourd'hui de est-ce que les trois sujets ne sont pas trop différents? Peut-être aussi. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas passer directement à une thématique et aborder qu'une seule thématique? Par rendez-vous. Et après, ouais, c'est la difficulté d'avoir 1 heure de présentation sur la même thématique. Bon, on verra pour les rendez-vous prochains. Sinon, peut-être une suggestion pour vous. Je ne sais pas si la première réunion que vous aviez faite, c'était aussi un lundi, mais je sais que moi, quand j'étais en entreprise, le lundi, c'était jamais la bonne journée parce que les gens rentrent du week-end. Donc, ils essaient de rattraper, voir s'il s'est passé des choses le week-end, etc. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être aussi quelque chose à regarder. Peut-être essayer d'éviter le lundi. Ouais. La dernière fois, c'était un vendredi. Ah, d'accord, Ouais. ok. Oui, mais c'est toujours aux alentours du week-end. Le vendredi, Ouais. soit les gens, ils essaient de finir ce qu'ils doivent faire pour la semaine avant le week-end, et le lundi, ils essaient de voir. Donc, j'essaierai plus vers le milieu de la semaine. Mardi, mercredi, donc. Ouais, On en prend bonne Alors, note, ouais. ouais, on va se noter ça. Et ben, de toute façon, il faut tenter. Hein. ouais, Oui. exact. Mais moi, je sais que quand quand je travaillais chez Amazon ou dans les autres boîtes avant, le lundi et le vendredi, j'évitais toute réunion parce que soit c'était pour finir la semaine, soit c'était le lundi où il fallait rattraper plein de trucs. Alors, c'est vrai qu'on avait perdu cet effet, enfin, c'est juste, hein, il y a effectivement la veille et le retour de week-end qui avait un peu dans les rendez-vous qu'on avait lancés, qui avait un peu disparu parce que les gens étaient en visio, Ouais, donc c'est vrai. plus facile pour eux de se connecter. Mais là, peut-être qu'effectivement, le fait qu'ils retournent au travail, ça leur fait reprendre le rythme Ouais. en équipe, de nouveau le travail un peu plus en équipe leur donne ces contraintes-là, effectivement. Ouais. Ok. Tu peux couper le partage d'écran, là, qu'on se Ouais, voit un peu plus pardon. grand, là, Hop, c'est s'il te vrai. plaît. Voilà. Ah, là, je vous vois bien maintenant. Parfait. Eh ben, c'est tout bon pour moi. Je En tout sais cas, pas merci si. beaucoup pour Ouais. Merci. votre Merci à vous. présentation. Merci à vous, oui. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un peu comme on a fait la dernière fois, hein, c'est-à-dire que l'enregistrement,
on va le couper en petits morceaux. Et dans le compte rendu, et même sur LinkedIn, là, pour ceux qui sont sur LinkedIn, il y aura en commentaire et le lien avec chaque